Bonjour chers auditeurs, ravi de vous savoir en excellente forme. Bon mois de carême à tous les musulmans du Togo et du monde entier. Au sommaire de ce nouveau numéro, pas de deuxième trophée continental pour l'Olympique de Marseille, désillusionné par Griezmann qui s'offre une coupe européenne, la première de sa carrière. La finale de l'Europa League, les spécialistes passent au peigne fin cette rencontre dans la première partie. La deuxième donne le pouvoir aux majeurs avec le 7e Scudetto de suite de la vieille dame insatiable. Épilogue des championnats anglais et allemands. City en mode record, Hambourg dit adieu à l'élite après plus d'un demi-siècle de présence en Bundesliga. Emmanuel Boateng soumet le Barça à sa première défaite de la saison. En France, Lille, Strasbourg, soulagé de jouer en Ligue 1 Conforama. Mondial 2018 J-28, les listes des joueurs des sélections dévoilées avec des fortunes diverses, décryptage des 23 anglais, allemands, portugais et français. Enfin, nous parlons du thème sportif et des questions des auditeurs. Plateau Foot Europe 490 reçoit pour vous ce matin, l'équipe habituelle. Ils sont tous présents dans ce studio Messanyame, Fifi Assogbavi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue les spécialistes, je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs de cette émission. Comment vous portez-vous? Ça va. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Bonjour Roméo Yeta. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Salut Franck Lunyama. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être toujours au rendez-vous. Toujours. Armel Waba. Salut. Comment tu vas? Très bien. En pleine forme? Oui. Et nous saluons également Ezekiel Aïataï. Bonjour Ezekiel. Bonjour Hermano, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va. En pleine forme. Et Loma Dovon est également présent dans ce studio pour la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. Présentation Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe, c'est parti. Cette mélodie a bien résonné au Groupama Stadium, c'était mercredi dernier pour le compte de cette finale entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid. Et nous évoquons cette finale avec vous Fifi. Première question, logique victoire des Colchoneros face aux Phocéens? Oui, logique victoire, on s'y attendait. Moi, la dernière fois, je parlais un peu de la défense de Marseille. Je savais que cette défense allait avoir beaucoup de problèmes face à cette équipe d'Atlético parce que devant, il y avait quand même Costa et puis Griezmann. Et quand on sait qu'il y a aussi Gabi derrière et tout, donc on se disait que quand on prend un peu la défense de Marseille aujourd'hui, c'est Adi Rami, c'est Gustavo qui a été ramené en défense centrale. Donc pas évident que ça soit facile pour les Phocéens face à cette équipe d'Atlético et c'était clair. Et dans ce match, c'est vrai qu'à la fin, la possession de balle est pour les Marseillais. Mais on savait également qu'Atlético aimait bien jouer comme ça. On l'a dit ici, que Atlético, c'est une équipe qui n'aime pas avoir le ballon et qui laisse le jeu à l'adversaire et souvent passe par des contres rapides. Et quand on sait qu'il y a devant Griezmann qui peut tout faire, on l'a vu la dernière fois. Bon, donc à la fin, je me dis que c'est une victoire logique pour Atlético de Madrid qui méritait largement de gagner. Maintenant, je ne m'attendais quand même pas à une défaite de 3-0 dans cette rencontre. Je me disais que ça allait passer pour Atlético, mais ce sera jusqu'au bout du suspense peut-être. Mais après la sortie de Payet, qui était véritablement le meneur de jeu, qui avait le ballon dans cette équipe de Marseille, il n'y avait plus personne. Thauvin était
absent, comme il a toujours été des fois dans des matchs difficiles pour Marseille. Et voilà, il n'y avait plus personne dans cette maison-là et Atlético en a profité pour en mettre plein. Et voilà, c'est logique pour Atlético. Franck Ndouyama, est-ce que l'Olympique de Marseille était crispé dans le match ou tétanisé par la pression parce qu'on jouait en France, presque à domicile? Personne n'attendait Marseille à ce niveau de la compétition. Donc le fait déjà d'être en finale constitue quelque part une pression pour ce groupe de Rudy Garcia qui forcément n'a aucune expérience, qui n'a plus joué à ce niveau depuis des années, 14 ans s'il faut faire les calculs. Donc à partir de ce moment-là, la pression était devenue tellement grande parce qu'en face, il y avait l'Atlético qui a perdu 2 finales de Ligue des Champions, qui a gagné l'Europa League à 2 reprises. Forcément, l'écart est profond. Il y avait une différence nette. Et sur le terrain, ça a été vu rapidement avec ce ballon raté, le contrôle raté par Anguissa. On ne rate pas ces genres de contrôle à 25 mètres des buts de Mandanda. Ils l'ont payé cash. Mais là, puis, à voilà. qui la faute? À Mandanda qui fait une relance ou à Zambo qui ne fait pas le contrôle C'est idéal? Anguissa. À Je ce pense niveau que de la c'est un peu fort compétition, aussi, hein. oui, ben, à ce niveau de la compétition, le joueur doit être concentré pour pouvoir recevoir le ballon dans n'importe quelle condition. Voilà d'ailleurs pourquoi on lui a fait confiance en le mettant. Autrement, Titulaire, on pouvait mettre le jeune Lopez. Oui. Mais Rudy a dit, voilà, il a plus d'engagement, il a plus de physique, je le mets. Et voilà, il s'est loupé sur ce ballon qui a vraiment fait mal, très très mal à l'Olympique de Marseille. Et à l'arrivée 3-0, ce n'était pas une surprise. Mais comme Fifi l'a dit, on ne pensait pas avoir un Marseille aussi crispé dans une telle finale. Mais ça a été le cas. Donc, premier trophée pour Griezmann qui a fait le boulot. Ben, voilà. Félicitations pour les Colchoneros. Roméo, vous qui patronnez la Liga espagnole, oui, on peut dire c'est un véritable satisfecit. Hein, et pour Diego Simeone, pour les hommes de ce monsieur et surtout pour Griezmann qui fait quand même très belle saison. Enfin, un trophée pour Antoine Griezmann, arrivé à Atlético Madrid pour gagner ne serait-ce qu'une coupe européenne. Aujourd'hui, il a cette coupe. Félicitations aux joueurs. C'est vrai que la marche était très haute pour Marseille face à Atlético Madrid. On savait que Marseille devrait user de tous les moyens pour pouvoir renverser le monument Atlético. On sait que c'est la meilleure défense en Europe. Les Marseillais n'ont pas eu assez de moyens pour pouvoir gagner Atlético. Le suspense n'a duré que 20 minutes dans cette rencontre. Même Marseille pouvait changer le cours de cette rencontre si seulement Valère Germain avait inscrit le but à la 4e minute. Oui. Je pense que ce but raté également aujourd'hui fait pencher la balance du côté de Atlético. Également cette erreur au niveau de la défense et la sortie de Dimitri Payet. Mais quoi qu'on dise, on sait que Atlético est largement devant l'Olympique de Marseille. Maintenant, Olympique de Marseille aussi peut avoir un sursaut d'orgueil de pouvoir bousculer On est en finale. l'Atlético, puisque en jeu également, il y a une place directe pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Oui. Voilà, les Marseillais n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir bousculer Atlético Madrid qui ne pratique pas un jeu chatoyant, on le sait. Bon, ils ont laissé l'initiative du jeu aux Marseillais. Après 20 minutes, ils se sont complètement émoussés. Et l'Atlético, qui se retrouvait dans sa meilleure, on va dire, disposition, a tout simplement étouffé Marseille qui marque 3 buts. Certes, c'est lourd, mais c'est logique. Ézéchiel, ce qui est quand même curieux quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur des statistiques, ça fait 5 finales jouées par l'Olympique de Marseille, 4 perdus et un seul but marqué sur ces 5 finales. L'Olympique de Marseille manque d'attaquants, véritablement. Bon, par le passé, l'Olympique de Marseille a quand même eu des attaquants. Mais je pense que sur cette finale, l'Olympique de Marseille s'est fait battre tout seul. Parce que lorsque le score était de 0 but partout, on a vu l'Atlético Madrid qui a voulu faire le jeu. Donc c'est ce qui permettait justement aux Marseillais de posséder le ballon, de dominer ce milieu de terrain de l'Atlético. Jusqu'à ce but marqué. Et quand l'Atlético mène, l'Atlético est dans un confort pas possible. Donc c'est là où l'Atlético a laissé carrément l'initiative du jeu. Aux Marseillais, ils ont attendu derrière, ils suivent les erreurs de l'adversaire, ils en ont profité pour marquer des buts. Donc je pense que la première occasion pour Valère Germain, il fallait la mettre au fond. Voilà.
si l'Olympique de Marseille menait par 1-0, l'Atlético serait obligé de faire le jeu, ce que l'Atlético Et là, on verra un autre match. Voilà, ce que l'Atlético n'aime pas trop, et ça aurait forcément profité aux Marseillais. Et sur cette occasion ratée, on a vu ce qui séparait Valère Germain de l'Europe. Ouais. C'est bien, c'est l'écart est grand. Ouais, c'est tout ça. Dans les grands matchs, ces occasions-là, il faut les mettre. Quand Griezmann a eu sa toute première occasion, il faut voir le sang-froid qu'il a eu sur ce but-là. Le deuxième but. Oui, sur le deuxième but également. Voilà, c'est ça les grands joueurs, c'est ce qui fait les grands joueurs de l'Europe, ce que malheureusement Marseille n'avait pas. On a vu le fantôme de Thauvin également dans ce match-là qui est passé carrément à travers. Donc je pense que sur les grands rendez-vous, il faut répondre pour gagner. Malheureusement, Marseille l'a pas fait. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et l'Atlético l'a gagné tout simplement. Et on va parler de cette équipe de l'Atlético, oui, avec un Griezmann diablement efficace parce qu'il n'a pas eu trop d'occasions dans cette partie, mais c'est lui qui a inscrit un doublé contre son club de cœur. Ce match, il n'y a pas de sentiment, on dirait. Non, même pas. Ce match vient tout simplement de prouver que tout simplement de prouver la différence, l'énorme gouffre qu'il y a entre le football français et le football européen, en l'occurrence celui espagnol. Parce que, comme le disait Ezekiel, ces mêmes occasions-là, vous les donnez aux Marseillais, c'est pas sûr qu'ils les mettront. Maintenant, personnellement, pour Antoine Griezmann, oui, je pense que c'est une véritable satisfaction. On se rappelle que cet homme-là a déjà perdu 2 finales avec l'Atlético, 2 finales très douloureuses. Non, une avec l'Atlético et une en équipe de France. Voilà, ça veut dire que le troisième match là, on va dire, c'est un match où il fallait s'imposer, sinon mentalement il pouvait se griller. Et on n'oublie pas que le Français quitte la maison probablement, coach Ross en fin de saison, donc une très bonne sortie. Mais aussi pour l'entraîneur Diego Simeone, moi je disais à un moment c'était un fin de cycle, mais qui a su donc renouveler cette équipe-là, à défaut d'aller chercher la Ligue européenne des champions, sont arrivés quand même. On ne crache pas sur un tel trophée. Voilà, à décrocher la Ligue Europa, qui commence à être une véritable compétition maintenant parce qu'on a de très grandes équipes qui y participent. Et les supporters marseillais ont tant voulu quand même avoir ce trophée, l'embrasser et faire la fête du côté du Vieux-Port. On va écouter un échantillon de réaction des supporters marseillais déçus à la fin du match. De la tristesse, qu'on méritait de gagner. Bon, au moins on est arrivé en finale. On va essayer de se réjouir avec ça. Et bravo aux joueurs de ce qu'ils nous ont montré tout au long de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en championnat. Moi je suis fier d'eux. On est sonné, oui c'est vrai, parce qu'on y croyait dur comme fer. On s'est dit c'est en France, c'est à Lyon, on va vouloir montrer quelque chose. À jamais supporters et à jamais les premiers. Ouais, on a perdu certes, on est déçus. Mais d'un autre côté, on est fiers d'être à Lyon, on est fiers d'être Marseillais, et voilà, on a représenté la France comme il faut dans ce dernier carré, et puis voilà, on est fiers d'être Marseillais. Énormément de fierté bien sûr, après c'est voilà, il y a beaucoup de peine aussi, parce que voilà, on est quand même, on y croyait, si on est venu aussi encourager cette équipe, c'est parce qu'on y croyait, donc mais bon après voilà, on est tombé quand même sur meilleur. Ah oui, la fin elle est intéressante parce que là il a été tout simplement, on peut dire assez réaliste. On est tombé sur un meilleur. Justement, parlons-en. Est-ce que Marseille, oui, Marseille n'a pas eu à rencontrer Arsenal, d'autres clubs un peu plus forts, mais là face à l'Atlético, il n'y avait pas photo quand même. Oui, quand on dit Marseille, il y a eu un parcours chanceux. Quand vous prenez le parcours de Marseille. Ah ouais, ça c'est un discours de Parisienne. Non, pas du tout, pas du tout. Non. C'est vrai, moi je supporte Paris, mais en même temps il faut reconnaître que Marseille a fait un bon parcours. Arriver jusqu'en finale, c'est pas donné à tout le monde. Mais quand même sur ce parcours-là, il y a eu beaucoup. Marseille n'est pas tombé sur les grands, c'est ce que j'aimerais dire. Donc Marseille a quand même déroulé et a profité. Ce n'était pas la faute à Marseille, c'était le tirage au sort. Maintenant, elle est tombée sur le plus grand, pour moi, le plus grand de tout le tournoi jusque-là, en finale. Et en tout cas, Marseille n'a pas démérité. Tout à l'heure, Ezekiel disait quelque chose, on voit l'écart entre les attaquants marseillais et les attaquants de l'Atlético. C'est vrai, quand vous prenez les 3 attaquants marseillais, que ce soit Valère Germain ou Mitroglou ou encore Ndiaye, ils ont eu chacun. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ils ont eu chacun une occasion. En début, Valère Germain qui passe à côté, après Mitroglou sur le poteau, après l'extérieur de
Ah oui, le fameux extérieur de Clinton J. Voilà, donc on sent en même temps que l'écart est là et que Marseille tout simplement est tombé plus fort que lui en finale et il ne pouvait rien faire. Maintenant, on aurait peut-être voulu, ou bien les Marseillais auraient peut-être voulu ne pas perdre sur ce score quand même lourd en finale d'une Coupe européenne, peut-être un 2-1. 1-0. Ouais, c'était pareil en 2004. En 2004, 3-0 face à Valence. Valence avec Drogba même à l'époque. Justement. Je me rappelle. Oh là là, vous enfoncez le clou. Justement, est-ce qu'on doit surfer sur cette belle dynamique de Marseille? Parce qu'on peut dire quand même que l'OM Championship Project est pratiquement en route, lancé complètement. Oui, quand on considère le parcours de l'Olympique de Marseille avec de tels joueurs, on ne peut que dire que le projet est en route avec la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille. C'est des joueurs qui ont joué avec le cœur, qui se sont donnés à fond, ils ont joué avec beaucoup de volonté, de détermination. Il n'y a pas de star lorsqu'on prend ce groupe de Rudy Garcia. Il a réussi quand même à mettre en place une véritable... Il est à féliciter, Franck. Une famille. Rudy Garcia. Il est vraiment à féliciter parce que c'est un entraîneur qui en a vu déjà, qui a fait l'AS Roma, qui a donné un titre à Lille. Ce n'était pas attendu. Il a fait. Donc, il a beaucoup d'expérience. C'est un meneur d'hommes, on va dire. Donc, Marseille, cette saison, ne doit pas rougir parce que ils n'ont pas des joueurs qui peuvent prétendre gagner des titres européens. Donc je pense que c'est un bon parcours. Ils doivent surfer sur cette dynamique pour préparer la saison prochaine. Peut-être si c'était le Paris Saint-Germain face à l'Atlético, on aurait pu voir un autre match. Je dis peut-être. Alors que le Paris Saint-Germain a joué la Ligue Europa. La Ligue Europa, pourquoi pas? Mais le Paris Saint-Germain jouait la Ligue des Champions. Oui, la Ligue Europa, c'est pour les petits, c'est ça. Waouh, intéressant. Attention. Zéro trophée européen. Zéro trophée européen. Ah oui, c'est le seul club. Marseille a disputé autant de finales. Si le Paris Saint-Germain se classait par exemple au 5e ou 4e à la fin du championnat, le Paris Saint-Germain jouera la Ligue. Pourquoi pas reverser quand on finit premier du championnat, c'est qu'on est prêt pour jouer la Ligue des Champions et pour la gagner peut-être. C'est bien l'objectif du Paris Saint-Germain. C'est pas pour ça que le Paris On verra bien. Bon, c'est la parenthèse de l'infirmière. Marseille peut-être pourra tout perdre, c'est ce qui serait dommage, mais arriver quand même en finale de la Ligue Europa, je pense que c'est une très belle saison pour Marseille. Personne n'attendait Marseille à ce niveau. Seulement qu'en finale, on a remarqué que Marseille a touché le plafond de ses ambitions avec ces joueurs-là. Donc peut-être qu'il va falloir envisager autre chose, trouver d'autres joueurs si Marseille veut être véritablement européen. Maintenant, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc le plus dur reste à faire. Reste à faire, voilà, justement. Vous parlez tout à l'heure du projet de Marseille et je me disais ce sera sûrement pas avec les mêmes joueurs parce qu'on a senti que durant toute la saison, Marseille a eu toujours du mal face aux grands. Maintenant, il faut... Ah oui, justement. Justement, en finale, c'est encore face à un grand que Marseille est tombé. Donc maintenant, il faut... Même en championnat, face à Lyon, face à Monaco. Maintenant, quand j'apprends que Balotelli aurait un accord avec Marseille pour la saison prochaine. Ah oui, c'est Rudy qui le dit. Ça veut dire que les discussions sont avancées. Donc je me dis, finalement, Marseille n'est pas en train de comprendre. Vous croyez que Balotelli ne pourra pas le faire? Moi, en tant que moi, je ne vois pas, je ne trouve pas. C'est vrai que c'est un garçon avec plein de talent. Il peut renaître là, du côté de Marseille. Même Marseille aujourd'hui doit plus jouer la carte de vraiment bons joueurs, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, pour pouvoir former. C'est vrai qu'il y avait une équipe aujourd'hui. Les très bons joueurs ont envie d'aller dans les grands clubs. Voilà, c'est aussi ça le Marseille est un grand club quand même. Mais c'est quand même le plus grand club. Mais ces derniers temps. C'est ce qu'on dit tout le temps, c'est le plus grand club de France. Oui, voilà. Justement, donc il doit avoir les grands joueurs. On va poser une autre question à Roméo Yetor. Est-ce qu'aujourd'hui, le football espagnol est le meilleur au monde depuis plusieurs années? Parce que là, sur les 17 derniers trophées européens, l'Espagne en a gagné 16. Par rapport aux résultats, on dira oui. Mais concernant les attractions, tout ça là, c'est l'Angleterre. Maintenant, sur le terrain, on voit les clubs espagnols qui arrivent à gagner les trophées européens. Ça veut dire tout simplement que ce qu'on fait du côté de l'Espagne, c'est plus concret.
au-delà du spectacle, on arrive à produire des résultats. C'est ça qui est important. Maintenant, si on veut avoir un championnat qui traîne assez de monde, assez de téléspectateurs, c'est l'Angleterre. Et on va également saluer pour une première fois Fernando Torres qui gagne un titre avec son club de cœur. C'est vrai qu'il avait déjà remporté la Ligue européenne des champions en 2012 avec Chelsea Football Club. Mais là, c'est avec son club de cœur. La dernière fois, on a vu les larmes de El Niño, très très content d'avoir remporté un trophée avec, voilà, il faut dire même l'idole que... de là-bas, Fodo, hein. Ah voilà, il semble que même son grand-père, toute la famille est de l'Atlético Madrid. Donc ça se comprend. Et nous parlons cette fois-ci des majeurs. Et nous allons de l'autre côté où à 40 ans, on n'est pas sûr d'avoir sa retraite. Di Natale, 22 gol questo campionato. Serie A italiana. E poi Floro, 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. Et nous parlons de la Serie A italienne. Ah oui, Ezekiel Ayataï, vous êtes en blanc, oui, ce matin. Didier Buffon, la dernière fois, était également en chemise blanche. C'est pour fêter le titre de la Juve. Le 7e Scudetto de suite. Oui, la Juve n'a pas d'égal dans ce championnat, Ezekiel. Oui, la Juve n'a pas d'égal. 7 titres d'affilée. 7 Scudetto d'affilée, 7 Scudetti d'affilée. 7 Scudetti, justement. 4e doublé quand même en Coupe Championnat, d'affilée également. Donc la Juve est seule au monde. Les objectifs de la Juve à chaque saison restent le même, gagner au moins le championnat. Parce que pour cette saison en Ligue des Champions, l'objectif de la Juve c'était de finir dans les 8 premiers. Arriver au moins en quart de finale. Donc ça veut dire que on misait plus sur le championnat que sur la Ligue européenne des champions. Donc je pense que objectif atteint pour la Juve. 7 titres, le 34e d'affilée. Je pense que il faut le 34e. Ah non, vous allez faire des jaloux là. Le 34e et le 7e d'affilée, j'allais dire. Donc il faut le faire. Surtout que entre-temps la justice sportive a retiré 2 titres à la Juve, donc depuis dans les années 2006, non? Oui, donc 2006, voilà. Donc depuis là, la Juve a encore plus faim. La Juve a envie de gagner plus de titres. Ouais. Donc là, la Juve a fait une saison, on dirait tout simplement réussie, puisque en début de saison, il y avait eu un début de championnat difficile pour la Juve. C'est le Napoli qui faisait la fête, mais comme on le dit, c'est pas une course de vitesse. Donc par la suite, le Napoli s'est essoufflé et la Juve qui a fait une saison avec 29 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Il faut le faire, 84 buts marqués, soit la deuxième meilleure attaque de la Serie A italienne. La Juve n'a encaissé que 23 buts. La meilleure défense, ce qui d'ailleurs explique ce titre de la Juve, c'est sa défense qui a été intraitable tout au long de la saison. Donc le dernier champion avant la Juve, c'était le Milan AC en 2011. Donc comprenez que en Italie, il y a la Juve et les autres. Quand on revoit un peu cette équipe du Milan AC, il y avait Mexes, Nesta, Seedorf, Robinho ou encore un certain Zlatan Ibrahimovic. Donc c'était une autre époque tout simplement, on va dire. Absolument. Donc depuis on ne voit que la Juve. La Juve encore une fois a fait montre de ce pragmatisme et de ce cynisme cher à la vieille dame. Ça fait très très mal. Armel Ouabar, selon vous, quels sont les hommes forts de ce nouveau titre de Bianconeri? Les dirigeants. Et aussi Maximiliano Allegri qui a confirmé qu'il faisait partie de ces techniciens-là, tant adulés par le monde, à l'instar de Guardiola, de Mourinho. Voilà, c'est un grand, on peut le dire. Et puis les dirigeants, parce que la Juve, on n'en parle pas trop, mais c'est une puissance financière énorme du côté de l'Italie. Il n'y a pas photo entre la Juve et la Roma, par exemple, qui n'a trouvé qu'un sponsor la dernière fois, grâce à l'élimination face au Barça. Ça veut dire que quand on veut aussi aller loin, il faut forcément jeter de l'argent, investir énormément, et on le voit au niveau de l'effectif. La Juve aujourd'hui, c'est les Higuaín qu'on a acheté à plus de 90 millions, c'est les Dybala, c'est les Douglas Costa, certes par des joueurs, disons, de premier couteau, mais des joueurs confirmés tout de même. Aujourd'hui, Douglas Costa, c'est quand même le Brésil, où il est parmi les Neymar et autres. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. À l'inverse, la Juve aussi a su faire quelque chose, c'est que la Juve a arraché les meilleurs joueurs à ses concurrents. Oui, il y a Pjanic qui a quitté la Roma. Était à la Roma, était un
maestro aujourd'hui, c'est lui, le maestro au milieu de terrain de la Juve. Et dans cette configuration-là, on ne peut pas prétendre à les bousculer la Juve. On ne peut que les branler par moment, comme on l'a vu avec le Napoli. Mais cette Juve-là, cette vieille dame, elle a beaucoup trop de souffle et elle vit encore. Et Franck Nounyama, avant de revenir à Ezekiel, la Juve, on a l'impression que pratiquement c'est la même chose que le Bayern en Bundesliga. Pratiquement oui. Pratiquement oui. Je crois que gagner 7 titres d'affilée, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, mais la vieille dame, la vecchia signora est en train de réaliser quelque chose d'historique. Oui. En tout cas, surtout que cette année, ça n'a pas été facile. Justement. Les Napolitains ont tellement mis la pression qu'à un moment donné, on s'est dit ça va être finalement un titre perdu pour les Et si ça arrivait, ce serait une catastrophe pour les Blancs et Noirs? Non, pas une catastrophe. Je pense que le Napoli méritait quand même, au vu du parcours cette saison, de gagner. Mais je crois que la Juve a eu quelque chose de plus pour aller chercher ce titre, le 34e, le 7e d'affilée. Je crois que c'est bien. Et puis, c'est la stabilité au niveau du staff qui, quelque part, conduit à une telle performance, à une telle victoire. Parce qu'il y avait Conte qui avait eu une assise. 3 ou 4 saisons, il a gagné des titres. Et puis Maximiliano, qu'on est allé chercher du côté de l'ennemi, mais qui vient faire un bon résultat, de très bons résultats. Je pense que c'est bien de parler d'un tel club avec des joueurs comme Pjanic, Paulo Dybala, Higuaín, qui ont fait le boulot. Donc, c'est bien pour cette équipe italienne. Fifi, Franck parle de quelque chose d'assez important, la stabilité au niveau du banc. Allegri est arrivé quand même, je crois, ça fait quoi, 4 saisons, si je ne me trompe pas. Je parle sous votre contrôle, Ezekiel Ayataï. Oui, c'est la 4e saison. C'est la 4e saison. Il est arrivé en 2014, exactement en provenance du Milan AC. Oui. Allez. La stabilité. Oui, c'est facteur très important. Facteur très important parce qu'il a su façonner son groupe, modeler son groupe et avoir un groupe solide pour son aventure et sa paix. Et tout à l'heure, Ezekiel disait que ce n'est pas une course de vitesse et que c'est de l'endurance et c'est ce que la Juve a su démontrer tout au long du championnat avec quand même, il faut reconnaître, de très très bons joueurs. On vient de donner des noms. Pour le championnat. Pour le championnat, bien sûr, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'était compliqué. Alors qu'au même moment, Napoli, qui a bien commencé, on pensait que cette fois-ci, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Mais la dernière fois, on le disait ici, et il y avait un confrère qui disait, un spécialiste qui disait ici qu'il n'y avait pas le banc. Et quand on sait que le championnat, c'est pratiquement plus de 30 journées, il faut avoir un très bon banc pour aller jusqu'au bout de ces 30 journées-là. Voilà. Et la Juve a compté sur le charisme de son entraîneur, sur son banc, sur la qualité de ses éléments et puis sur son banc pour aller jusqu'au bout. Et c'est mérité pour la Juve. Même si ça fait quand même, quand tout à l'heure Ezekiel en parlait, je me suis dit, quelque part, il avait raison de vouloir que cette année, Napoli passe également. Quand on fait 7 championnats d'affilée, on gagne 7 championnats d'affilée. Et 4 fois double, on gagne. On fait le doublé Coupe Championnat. Les autres sont là, vous regardez, là, ce n'est pas intéressant. Là, vous faites mal aux tifosi de Napoli, de la Roma. Justement, donc, je comprends pourquoi, dès le début du championnat, Ezekiel voulait quand même que Napoli passe cette ça se sent, voilà pourquoi il est en blanc ce matin. À la fin de la saison, justement, lorsque la Juve a gagné le titre, il y a l'un des joueurs de la Juve qui dit nos adversaires sont encore tristes une fois, comme d'habitude. Vous voyez, donc ils se moquent même de leurs adversaires. Ça c'est pas fair play. Oui, ça fait quand même 7 ans. Donc je pense que les autres aussi doivent se bouger. Oui, c'est quand même une question de moyens. Les intentions, c'est une chose, mais les moyens c'est autre chose. Donc aujourd'hui, la Juve a les moyens de sa politique. Si le Napoli a pu céder Gonzalo Higuaín à la Juve, voilà. Donc je pense que la Juve a aujourd'hui les moyens pour s'offrir. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, les clubs les plus nantis sont garantis quand même d'avoir chaque saison des titres?
C'est ce qui se passe en Allemagne, par exemple, où le Bayern, à chaque fois, arrive à prendre les meilleurs des autres clubs. C'est ce que fait la Juve. Donc, je crois Paris Saint-Germain en France et au-delà de ça, la Juve a quand même réussi à garder, disons... un noyau? Oui, un noyau. Il y a Stéphane Lichtsteiner, il y a Claudio Marchisio, Andrea Barzali et puis... Bonucci. Bonucci est parti au Milan AC. Chiellini est toujours là. Oui. Donc, ces joueurs-là... Et Buffon. Ces joueurs-là ont gagné les 7 titres. Les 7 derniers titres de la Juve. Ça veut dire qu'il y a un noyau qui est toujours là. Et c'est d'ailleurs même l'inquiétude, puisque c'est possible que Barzagli, Chiellini et Marchisio quittent à la fin de cette saison. Vous tendez si bien la perche. On va parler de Gigi Buffon. À 40 ans, il semble qu'on l'annonce du côté du Paris Saint-Germain. Vous croyez à cette nouvelle-là, Roméo Yetor? Ça peut être des bruits de couloir. Oui. Sinon, à 40 ans... Paris Saint-Germain avoir un joueur, même s'il a fait avec Dani Alves, ça va être compliqué parce que à 40 ans, Didier Buffon ne peut plus espérer jouer encore au haut niveau pendant 2 ou 3 saisons encore. Ça va être compliqué pour le joueur. Maintenant, c'est une communication, moi je le dis, et il va falloir que Buffon peut-être regarde ailleurs, même s'il veut faire encore une compétition de haut niveau à 40 ans. Ça va être un peu compliqué pour les joueurs. Et il semble que, bon, là c'est la vraie information, c'est qu'il va disputer le dernier match du championnat. Avec la Juve, oui. C'est bien ça, ce serait son dernier match avec la Juve. Oui. Mais je pense c'est possible que Buffon aille au Paris Saint-Germain. Pour quel objectif, Ezekiel? Ça, d'abord, je pense que, parlant de l'athlète, Buffon peut encore faire 1 voire 2 saisons. Au haut niveau? Oui. On a vu ce qu'il a fait avec la Juve. Avec toutes ces bourdes-là qu'il commet par moment? Non, ça arrive à tout le monde. Okay. Même à 25 ans, Buffon pouvait commettre des bourdes. Donc je pense que 2 ou 3 bourdes sur plus de 50 matchs, on peut le conseiller. Oui, on va pas quand même le juger sur ça. Donc je pense qu'il a fait une très belle saison. Oui. Il peut aller au PSG et ce serait également, on sait que c'est du marketing. Le PSG a toujours envie de polir son image. Donc avec Buffon au PSG, je pense que ça peut le faire. Oui. Donc c'est possible, même si rien n'est sûr. Moi, je pense que c'est possible. Il peut faire une saison. On a de jeunes gardiens au Paris Saint-Germain, mais tous les deux, on sent que ils ne sont pas en confiance. On ne fait pas confiance à ces 2 gardiens. Pourquoi ne pas amener un gardien d'expérience? Surtout qu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain si ça arrivait libre de tout contrat. Mais il sera gracieusement payé. Oui, mais ce serait quand même une belle affaire pour le Paris Saint-Germain qui va enrôler un joueur qui n'est pas sous contrat. Et on va s'intéresser aux autres équipes. Est-ce qu'on peut avoir le point déjà de celles qui sont qualifiées pour pratiquement la Ligue des Champions et les relégués? Oui, on a la Juve et le Napoli. Qualifié, la Roma qui est 3e également. Donc je pense que la Lazio finira 4e de cette compétition. Mais il n'y a que 2 points entre la Roma et la Lazio. Donc à la dernière journée, c'est toujours jouable, puisque en cas de défaite de la Roma, si la Lazio s'impose, la Lazio peut finir devant la Roma, donc sur le podium à la 3e place. Maintenant, il y a aussi 3 points entre la Lazio et l'Inter. Donc si l'Inter gagne, l'Inter peut arriver à la hauteur de la Lazio et peut-être finir 4e, cette place qualificative pour... Tout est possible. Oui, tout est possible. Maintenant, c'est pour la 6e place qualificative pour la Ligue Europa, où ça va se jouer entre l'Atalanta et le Milan AC, puisque un seul point sépare ces 2 équipes. Donc tout se jouera la dernière journée. Et c'est en bas de classement que la 37e journée nous a donné une certitude. Il y a du suspense ou c'est bon? Le Hellas Vérone et Benevento officiellement partiront en série B, puisque le Hellas Vérone totalise 25 points, 35 pour Crotone. 10 points de différence. Voilà, donc c'est fait pour ces 2 dernières places et peut-être ça va se jouer entre Spal et Crotone. Il y a Cagliari, Spal et Crotone. 2 points séparent ces équipes-là. Donc ça veut dire que Crotone peut finir hors de la zone rouge. Et donc Spal, Cagliari ou encore Chievo, même Udinese peuvent toujours finir à cette 18e place-là. Et donc seront obligés de jouer les barrages. Qui est mieux placé pour finir Capocannoniere?
Là aussi, c'est pas encore fait, D'accord. puisqu'il y a Tiro Immobile et puis Mauro Icardi qui ont un but de différence, 29 pour Immobile, 28 pour Icardi. D'accord. Donc la dernière journée nous donnera plus de précisions sur le meilleur buteur de ce championnat. Et on enchaîne Puisque avec vous. Paulo Dybala est bien loin avec 22 buts. Et la 38e et Oui, dernière la 38e journée. et dernière journée commence demain samedi avec ce match entre la Juve et le Hellas Vérone. Déjà, la Juve champion, le Hellas Vérone relégué, donc voilà, Il c'est faut encore le jouer. un match, Pourquoi pas un match sans enjeu, mais ce Il faut sera quand même faire plaisir aux supporters. oui, ce sera la dernière de Didier Buffon, hein, faut pas l'oublier, à domicile surtout. Justement. Voilà, devant son public. Avec le trophée de Voilà, champion, ce tout sera ça, la fête. les confettis et tout. Oui. Ce sera la fête. Oui. Et puis dimanche, les autres matchs. Normalement, tous les matchs devraient se jouer à la même heure. Mais comme il n'y a plus d'enjeu, le LAS est déjà relégué, la Juve déjà sacré champion. Ouais. Donc voilà, c'est un match décalé complètement. Voilà, décalé. Ça va se jouer samedi. Et puis tous les autres matchs se joueront dimanche à la même heure. Genoa, Torino. Le Milan, c'est qui reçoit la Fiorentina. Le Napoli sera face à Crotone. Bologne en déplacement joue Udinese. Cagliari reçoit Atalanta. Samp sera face à Spal Ferrara, le Chievo Vérone accueille Benevento, la Lazio face à l'Inter. Ah oui, ça c'est un match. Justement. 3 points séparent ces deux équipes. Malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus. Et puis la Roma qui sera en déplacement à Sassuolo. Et dans ce match-là, il y aura également un match dans le match entre Tiro Immobile et Mauro Icardi. Le duel des buteurs, les deux sont face à face. Ah oui, vivement. On reviendra vendredi prochain pour faire le point complet de cette fantastique Serie A italienne qui reste un championnat, je pense, ces 3 dernières saisons de plus en plus intéressantes. Oui, ça il faut le reconnaître. Oui, ça a été dur pour la Juve, quoi qu'on dise, cette saison. Ça n'a pas été facile. On a vu le Napoli qui a fait une très belle saison. Faut pas l'oublier. Malheureusement. Et beaucoup de buts également dans ce championnat. Oui, il y a eu il faut le beaucoup de buts. Comme je vous le dis, la Juve a marqué 84 buts. C'est énorme. Mais n'est pas la meilleure attaque. Puisque la meilleure attaque reste Lazio. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. On file du côté de... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et nous parlons du championnat d'Allemagne également qui a pris fin le week-end dernier, mais avec ce géant qui s'appelle Hambourg, qui est complètement... On ne reconnaît plus cette équipe, qui est aujourd'hui reléguée en Bundesliga 2. Et la dernière fois, on a vu la colère des supporters. Franck Nouyama, Hambourg, en 2e division, ce n'est pas une surprise vu la saison que cette équipe a réalisée. Saison très compliquée, il faut dire que le club de Hambourg a déjà connu de telles situations, de parcours difficiles en championnat, mais qui est arrivé à se sauver sur les 2-3 dernières journées. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ce qui a fait très mal encore aux supporters, c'est que le club a gagné, mais... est parti en division inférieure. Une victoire de 2-1 sur le Mönchengladbach, mais qui n'a pu sauver le club. Depuis l'ère Bundesliga 1963, c'est le seul club qui n'a jamais joué en division inférieure. En 5 ans. Donc, je pense que ça fait très très mal. Aujourd'hui, c'est un événement. Vraiment, c'est une descente historique, en tout cas pour ce club-là. Et comment peut-on comprendre, par exemple, Romeo Yetor, que le meilleur buteur de ce club de Hambourg s'appelle un certain Lewis Holtby et qui n'a que 6 petits buts marqués en 34 matchs. Ça montre tout simplement que l'équipe offensivement n'est pas en bonne santé et la défense aussi, ça ne répond. C'est toute l'équipe d'ailleurs qui ne se porte pas bien. 6 buts marqués. En tout cas, c'est le meilleur buteur pour vous qui êtes attaquant souvent, mais ça va être compliqué. Hein. Non, mais écoutez, ça c'est une très mauvaise on va dire, saison là. Marquer 6 buts en plus de 20 rencontres, c'est pas bon pour un attaquant. Je crois que peut-être c'est un milieu de terrain transformé en attaquant. Mais Angelo, chose curieuse, oui, Armel. Quand vous observez cette équipe hambourgeoise, elle est très très joueuse. Hein, j'ai le plaisir de les commenter. C'est une équipe qui joue très bien avec notamment un japonais sur le côté. Oui, Sakai. Sakai et puis un autre. Je ne sais pas si c'est son frère qui est à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas le même. Il y a aussi un ailier, Ito.
Et Oui. comme tu viens de le dire aussi, Hotby, il y a des joueurs très intéressants. Mais on a l'impression que c'est une équipe qui joue pour jouer. C'est-à-dire qu'elle elle ne veut jamais gagner. Et en plus de cela, elle a une défense énormément fragile avec un gardien, un passoire. Bon, voilà quoi. À un moment, il va falloir que cette équipe se remette en question. Je pense d'ailleurs que cette descente en D2 va beaucoup plus les remotiver, les réveiller à refaire cette équipe-là. Et Franck Lunyama, la nouvelle également, elle est tombée hier, c'est que le coach de cette formation, Christian Titz, est prolongé pour 2 ans. Oui, bon, parce qu'on estime, les dirigeants estiment que ce n'est forcément pas sa faute. C'est la faute à un groupe qui n'a pas su être au niveau cette saison. Donc je pense qu'on lui laisse le temps, on lui fait confiance pour pouvoir relever ce défi. Parce que pour revenir en première division, il faut pouvoir être fort, tenir dans les performances pour rapidement revenir. Donc je pense que c'est une bonne décision. Au lieu de vouloir tout chambouler, tout changer tout de suite, les dirigeants ont décidé de le reconduire. Le dinosaure de Bundesliga. Que va-t-il devenir en Bundesliga, Smile? C'est peut-être parce que les responsables ont compris que les responsabilités sont partagées. Que c'était pas seulement la C'est une décision sage selon vous? Oui, ça s'ils reconnaissent leurs responsabilités dans l'échec de club. Et puis, on dit depuis 2 ans, 2 saisons maintenant, qu'ils sont proches de la relégation. En principe, les dirigeants devaient en principe trouver des solutions pour que ça ne se répète pas. Et là, ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, c'est qu'ils se sentent également un peu coupables quelque part. Franck Lunyama, on va s'intéresser au Bayern également, qui finit. On a l'impression qu'ils avaient déjà la tête ailleurs. Oui, ils ont déjà gagné le titre. Donc sur cette dernière journée, ils n'ont pas montré grand-chose. Oui. Ils ont été battus par Stuttgart 4-1. C'est la première fois que ça arrive cette saison. Depuis quoi, 2016, non? Oui. Depuis 2016. Et comme c'est la mode, le Paris Saint-Germain également a perdu. Ah oui. Oui, le Barça. Donc je pense que les champions n'ont pas été du tout au repos ce week-end. Donc 4-1 pour Stuttgart, qui plus est à l'Allianz Arena. C'est ce qui est curieux. Voilà, c'est quand même curieux. Et sous les yeux de Jupp Heynckes qui fait ses adieux au Bayern de Munich, on lui a demandé de prolonger. Il a dit non, maintenant je vais me reposer. Et ça, c'est sûr, je ne reviendrai plus. Donc, il a fait ses adieux au Bayern de Munich et c'était quand même émouvant. Ezekiel, Jupp Heynckes qui vient faire un tour, on peut dire, du côté du Bayern. C'est vrai qu'il aurait aimé être en finale de cette Ligue des Champions, même la gagner. Mais est-ce que ça a été payant son retour? Oui, je pense que la touche Jupp Heynckes est la plus efficace pour le Bayern. À quel niveau? Il était parti sur un triplé, Coupe Championnat, Ligue des Champions. Là, il est revenu. Le Bayern est passé de peu à côté d'une place en finale de la Ligue des Champions. Il faut pas l'oublier. Donc, je pense que depuis qu'il est arrivé, avant qu'il n'arrive, le Bayern était, disons, mal en point. C'était pas ce Bayern-là en despote qui marche sur tout le monde, qui fait la loi. Donc, mais depuis qu'il est arrivé... Même au sein des vestiaires, oui, voilà, il n'y avait pas vraiment la sérénité, mais depuis qu'il est arrivé, il a réussi à recadrer les égos, à reprendre l'équipe en main. C'est moi le boss, c'est moi qui dirige tout. Et là, la sérénité est revenue et le Bayern a fait une saison, comme on l'a vu, le Bayern qui finit champion encore une fois. Avant le mois de mai. Oui, avant le mois de mai, le Bayern qui pouvait également être en finale de la Ligue des Champions. Le Bayern qui, justement, au niveau de la Coupe, bien sûr, est en finale face à l'Eintracht. Est en finale, donc je pense que c'est une saison réussie tout simplement, rien à dire. C'est pas pour rien que les responsables du Bayern ont voulu le prolonger. Oui. Mais bon, le monsieur il sait ce qu'il veut, il n'est plus jeune, il veut se reposer, il en a besoin. Justement. La vie est courte. Hein. Ah oui, on vous le dit si bien. Hein. Oui, Armel, mais tout ce que le Bayern a gagné, le Bayern pourrait le gagner avec Ancelotti. On ne serait pas surpris de voir Ancelotti gagner le championnat ou encore la coupe. Il n'est venu que pour assainir des vestiaires qui pourrissaient avec les affaires internes, des go, tout ça. Mais là où on attendait le technicien allemand, on ne l'a pas finalement vu. C'est où? C'est en Ligue des Champions. Plus la peine de poser cette question-là. D'accord. N'oubliez pas que c'est moi qui pose les questions. D'accord. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tu l'as peut-être pas vu.
Non, je ne l'ai pas vu. En tout cas, le Bayern était éliminé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait. On se vantait tous que lui, au moins, il avait déjà fait le triplé. Et donc, il était capable de refaire cela. Mais je pense que ça a été un petit échec pour l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il a compris qu'il fallait qu'il laisse la place aux autres. Moi, je suis pas d'accord avec Fifi, avant Franck, Fifi. Moi, je suis pas du tout d'accord, parce que, comme l'a dit Ezekiel, avant l'arrivée de Penkes, on savait, c'était pas évident que Bayern allait gagner le championnat, parce que c'était compliqué, on voyait tous. Mais on a l'impression qu'Armel suit un autre championnat. Et même en Ligue des Champions, c'était même pas évident. Ils ont pris 3-0 face au Paris Saint-Germain. Avant que Penkes n'arrive et qu'on a vu quand il est arrivé ce qu'il a fait de cette équipe, même en Ligue des Champions, on a vu le match retour face au Paris Saint-Germain, ce que ça a donné en championnat. Il a donné une nouvelle force à cette équipe et qui finalement marchait surtout. Et mais moi, le Bayern n'était pas deuxième avant son arrivée quand même. Mais ce n'était pas évident parce qu'on parle du fond du jeu peut-être. Voilà, et puis c'était vraiment serré, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Donc pour moi, parler de même un petit échec, je ne crois pas. Pour moi, c'est plutôt... ce qu'il a fait est grand. Et il devait partir. Il avait dit à son arrivée qu'il finissait le championnat et puis il partait. Ah oui, au moins Fifi s'est félicité des gens quand même. Non, mais il avait, quand Ancelotti était là, les anciens, les soi-disant Ribéry, Boateng, Robben, oui, ils étaient écartés. Absolument. Il n'était pas du tout en odeur de sainteté avec Ancelotti, mais depuis qu'il est arrivé, il a su quand même redonner les clés du voilà. Et les meilleurs joueurs du Bayern cette saison, c'est justement Robben et Ribéry. Lewandowski. Je crois que... Mais il a des problèmes avec Lewandowski. Ce que je voudrais dire, je suis d'accord qu'il ait un peu assainir les problèmes. Mais il a eu des résultats sportifs aussi. Bien sûr, mais je dis que ces résultats-là, on pouvait aussi les avoir avec Ancelotti. D'ailleurs, Ancelotti les a eu. Non. Ancelotti avait déjà prouvé cela. On a vu comment Ancelotti n'avait pas pratiquement une mainmise sur ce groupe-là. Oui, c'est là où je dis que Jupp Heynckes a réussi à faire quelque chose. Mais sur le plan sportif, ce que le Bayern a remporté cette année, est-ce que Ancelotti ne pouvait pas le remporter si seulement ce vestiaire-là ne l'avait pas lâché? C'est là où je dis que le point sur lequel on pouvait attendre... Mais la responsabilité à qui? Aux joueurs ou à Ancelotti qui n'a pas été plutôt vous savez, c'est partagé. C'est partagé. Des fois, les joueurs font semblant de vous lâcher complètement. D'ailleurs, Jupp Heynckes a des problèmes avec Lewandowski actuellement. Ça veut dire que c'est des choses qui arrivent à tout entraîneur. D'accord. Franck Ndouyama, oui, à part le Bayern, il y a d'autres équipes qui vont l'accompagner en Ligue des Champions la saison prochaine. Oui, il y a d'autres clubs, naturellement. C'est du 1er au 4. Le Bayern, d'ailleurs, qui est en Ligue des Champions, Schalke 04, Hoffenheim, et puis le Borussia Dortmund, qui a été battu par Hoffenheim, mais qui s'est sauvé pour la Ligue européenne. C'est une bonne nouvelle, hein? Très bonne nouvelle pour cette équipe qui a quand même souffert tout au long de cette saison. On va voir Batshuayi la saison prochaine avec les jaunes et noirs. Naturellement. Pourquoi pas. Et le 5e est directement qualifié pour la Ligue Europa. C'est le Bayer Leverkusen. Le 6e, Leipzig. Là, peut-être, c'est une régression, Franck Ndouyama, n'est-ce pas? Par rapport à la saison dernière. Oui, par rapport à la saison dernière ou bien aux saisons écoulées. C'est une régression, mais ils ne crachent pas dessus. Oui, tout à fait. Ils sont contents. Allez demander à l'Atlético Madrid. C'était très serré. Et le 6e qui est Leipzig, qui a joué contre Marseille, qui va jouer le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa. Voilà, et puis on dira que les relégués sont Hambourg, on en a parlé, et puis Cologne, qui sont définitivement partis en Bundesliga, Zweite. Et puis de l'autre côté, on parlera de barrage entre Wolfsburg et puis Kiel. Ça a été joué hier avec un avantage sérieux pour Wolfsburg qui a gagné 3-1. À la maison, mais ce n'est pas gagné d'avance puisque Kiel, match retour, vraiment, c'est à l'extérieur qui sera vraiment intéressant. Très important. Et curieusement, Wolfsburg a été champion d'Allemagne en 2009. Non, je reviens en fait à mon cher ami. Mais là, ce débat est terminé. Ça continue. Non, c'est pour dire. Non, mais il faut vérifier les choses. Avant l'arrivée de Jupp Heynckes, le Bayern était 2e à 5 points de retard sur le Borussia Dortmund. Oui. Donc c'est la précision que vous voulez apporter. Oui.
Puisqu'il a dit que le Bayern était leader avant son arrivée. Le Bayern était deuxième à 5 points de retard. Là, c'est bon. Voilà, on peut continuer. Les buteurs de cette saison. Oui, les buteurs, on les connaît. Ils sont trois. C'est Robert Lewandowski qui a fini avec 29 buts. D'accord. L'écart est très considérable. Deuxième, Niels Petersen, 15 buts. Et puis le troisième, Kevin Volland, qui a réussi à marquer 14 buts en 34 journées. Voilà. Magnifique. Saison, pratiquement une belle saison du côté de l'Allemagne. Oui, on va dire, puisque dans bon, son c'est ensemble, vrai hein. que on attendait peut-être voir autre chose pour le spectacle, mais c'est toujours le Bayern qui gagne pour la 28e fois. Et donc peut-être pour les détracteurs du club bavarois, il faudra voir autre chose. Mais sur le terrain, ceux qu'on attendait n'ont prouvé grand chose. On attendait le Borussia Dortmund qui était devenu un flop. On attendait les clubs comme Leipzig qui a produit quelque chose de merveilleux la saison dernière, donc qui finit 6e cette fois-ci. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le spectacle était au rendez-vous, comme toujours en Allemagne. Les terrains sont pleins sur chaque match, donc c'est l'une des satisfactions sur les 316 matchs disputés cette saison. Et on espère voir d'autres choses la saison à venir, parce qu'il semble que Lucien Favre va rejoindre le Borussia Dortmund. Du côté du Bayern, c'est Niko Kovac qui un sera ancien la tête de la maison et qui Exactement. comprend forcément parfaitement l'allemand, et qui a joué au niveau de la Croatie. C'est des frères d'ailleurs. Ils étaient deux à jouer au niveau du Bayern. Donc beaucoup disent que c'est un choix par défaut, qu'il fallait trouver un autre entraîneur plus expérimenté, qui a Unai Emery. Bon, je ne sais pas. Il s'est grillé avec le Paris Saint-Germain. Donc Niko Kovac, on sait que c'est quelqu'un qui a du caractère. On se souvient, il s'était battu d'ailleurs avec un joueur lorsqu'il était au Bayern. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère. Il était de la génération Lizarazu et les autres. Voilà. Donc Stéphane Effenberg. Robert Kovac. Robert Kovac, oui, justement. Donc c'est un entraîneur qui est attendu et avec un parcours aussi intéressant avec Francfort. Il peut apporter quelque chose en attendant. Peut-être d'ici 2 ans qu'on puisse trouver l'entraîneur, le vrai qu'on attend pour le Bayern. Pourquoi pas? Vous avez parlé de Francfort. Il y a une grande finale de la Pokal entre le Bayern et cette sera équipe le 19 mai. Donc on va suivre ça de très très près, et on va en parler peut-être vendredi prochain. File donc Real Nunyama. On file de l'autre côté. English Premier League News. Et nous parlons du championnat le plus spectaculaire, mais pas forcément le meilleur du monde, avec Mr. Armel Waba. Nous nous intéressons d'abord au super champion Manchester City. City, à l'issue de la 38e journée, se déplaçait à Southampton. Eh bien, City a raflé des records. 100 points désormais pour le club de Manchester, pulvérisant ainsi les 97 points de Chelsea. Saison d'un certain José Mourinho. Attention, ça veut dire que l'adversité était partout. De la saison 2004-2005. City a quand même eu 32 victoires sur 38 possibles. City n'a eu que 2 petites défaites. C'est un record? Oui, au niveau des victoires, c'est un record, 32 victoires. Le record, il était encore pour Chelsea, 30. Si tu l'as encore battu, eh bien, 2 petites défaites, on se souvient. D'abord, je crois en janvier, c'était face à Liverpool. Et puis, dans le derby mancunien en avril, face à José Mourinho, qui prive quand même City d'obtenir un titre sur la pelouse de son adversaire. Et on va s'intéresser à l'écart de points entre le premier et le deuxième. Ça nous fait 19 points de plus que le second. C'est également la première fois qu'une équipe atteint la barre symbolique quand même de ces 100 points en première ligue. Voilà, 100 points. Comme je viens de le dire, le meilleur qui a été fait jusque-là, c'est Chelsea, 95 points. Mais aussi en matière de buts, City a désormais 107 buts, alors que Chelsea avait fait 103. Voilà. Une différence de 4 buts seulement, mais qui pèse beaucoup dans cette balance-là. On va s'intéresser à un autre record, mais celui-ci, il est pour un joueur. C'est Mohamed Salah. Désormais, 32 buts. Jamais, non seulement un Africain, mais jamais un joueur n'a inscrit 32 buts en première ligue. Le meilleur qui a été fait, c'est 30 avec Alan Shearer, Cristiano Ronaldo, et puis bien évidemment Luis Suarez qui avait inscrit 31 buts avec Liverpool.
mais cette fois-ci, c'est l'Égyptien Mohamed Salah. Et d'ailleurs, qui au passage voit ses crampons dans un musée, tout simplement. Ah oui, c'est un pharaon, ce garçon. Magnifique. Hein. Et d'ailleurs, dans cette semaine, les crampons seront exposés bien avant, avant la finale de la Ligue des Champions le 26 mai prochain. Si vous voulez aller voir, voilà. Vous avez des tickets pour nous? Moi, je suis quand même privilégié. On va faire le point City champion, les autres équipes qui l'accompagnent en Ligue des Champions la saison prochaine. On aura l'autre équipe de Manchester United, Tottenham, Liverpool. Et bien la grosse surprise, le champion en titre Chelsea n'ira pas en Champions League la saison prochaine, et vraisemblablement que l'Italien, l'entraîneur italien Conte quittera aussi le navire londonien. Arsenal également, il va falloir une profonde remise en question de cette équipe londonienne. Attention, la belle surprise, c'est cette équipe de Burnley qui se classe 7e au classement, il faut le faire. L'autre chose à noter, c'est que les 3 équipes qui avaient intégré la première ligue, c'est-à-dire les promus, voilà, les promus, se sont tous maintenus. Magnifique. Toutes maintenues. C'est un exploit, ça. Un exploit, surtout pour Huddersfield. Ah oui, votre club de cœur. De Steve Mounier. 3 équipes iront en 2e division, naturellement. Oui. Swansea, des Pays de Galles, Stoke City. Non, il faut préciser Swansea des frères Rayo. Voilà. Swansea des frères Rayo, Stoke City. D'accord. Et puis West Bromwich Albion. WBA. Entre-temps d'un certain autre béninois, Stéphane Sessegnon. Attention, City a obtenu 70% du temps de possession. Tout simplement, City a eu le ballon 70% du temps. À titre comparatif, Manchester United n'a eu que 53%. City a eu 13 buteurs différents. Et City a pris la tête du championnat depuis le 23 septembre 2017 grâce à son succès face à Crystal Palace, 5-0, et ne l'a plus jamais quitté. Un magnifique champion, ce Manchester City, coaché par un certain Pep Guardiola, où beaucoup ne le voyaient pas réussir dans un tel championnat, mais je pense qu'aujourd'hui, les chiffres lui donnent raison. D'ailleurs, il a prolongé son contrat de 2 ans. 2021. Et puis, l'autre nouvelle également, elle est très très bonne, celle-là pour Yaya Nyeri Touré, dont le nom a été donné au centre d'entraînement de Manchester City. C'est la moindre des choses, parce que l'Ivoirien faisait partie du noyau des investisseurs qui ont démarré le projet City. C'est l'un des précurseurs de ce projet-là. Et je pense qu'à juste titre, quand on a eu entre-temps un milieu de terrain à plus de 20 buts par saison, il faut le faire, et je pense que c'est tout mérité pour l'éléphant. Bon, on voulait faire un tour de table ou c'est bon, on passe à autre chose? Non, mais c'est ma déception sur la saison, c'est bien Chelsea. D'accord. Qui a aussi gagné un prix ou qui a été champion de l'inconstance, parce que c'est quand même difficile à comprendre. Et on a l'impression le champion en titre. Oui, à chaque fois que Chelsea gagne le titre, la saison suivante a été toujours difficile. En 2015, en 2010, lorsque City a été champion, la saison suivante, Chelsea a terminé 10e. Et là encore, Chelsea qui termine 5e avec Pardon? Pas de Ligue. Non, pas de Ligue des Champions pour Chelsea. Donc je pense que c'est quand même très inconstant. Et sur les 9 dernières années, on a eu 7 coachs à Chelsea. Pour un club qui veut être constant, c'est difficile à comprendre. Voilà ce qu'on peut dire sur la première ligue anglaise. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. On connaît le champion du côté de la Liga espagnole, oui, mais la dernière fois, le champion a vu tout simplement sa série d'invincibilité brisée par un jeune Ghanéen. C'était le seul suspense qui restait dans ce championnat. Voir Barça terminer la saison sans défaite, mais Levante a dit non, surtout avec Boateng qui a mis 3 buts dans cette rencontre. Je crois que les Barcelonais ont sous-estimé un peu leurs adversaires parce que même si Messi n'est pas là, l'équipe
là pouvaient faire quelque chose. Ils ont encaissé très tôt le but et puis après voilà, le Barça n'a jamais su arriver à égaliser ces buts-là. 5 contre 4, c'est trop pour le Barça qui finit complètement sa saison avec un si lourd score, même si c'est 5-4. Mais prendre 5 buts, c'est trop c'est trop pour le Barça. Le Barça a été mené 5-1, je pense. Oui, ils ont dû remonter la pente. Mais le Real Madrid n'a pas fait de cadeau. 6-0, sans le général. Et parce que là, dans ce match également, le Real avait besoin de points parce que le Real veut rattraper l'Atlético Madrid. Oui, il n'y a que 3 points désormais qui séparent les deux équipes. Si le Real termine deuxième, je crois que c'est bien pour les Madrilènes qui sont en course pour un nouveau trophée européen. Finir deuxième derrière le FC Barcelone, c'est logique par rapport à la saison du FC Barcelone. Maintenant, n'oubliez pas que Atlético Madrid, avec cette Ligue Europa, va vouloir rester dauphin des Barcelonais. Tout à fait. Et Retafe se maintient, ça n'a rien à dire. Oui, se maintient maintenant. Il reste une place européenne pour l'équipe de Jenda Konam. Si c'est que l'équipe avait fait un bon résultat, elle ne devrait pas compter sur le faux pas de son adversaire. Puisque Retafe qui est 8e avec 52 points et juste derrière avec le FC Séville qui a 55 points. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir que le FC Séville perde largement son match prochain et le Retafe qui gagne pour pouvoir passer devant le FC Séville. Mais ça va être compliqué pour Séville également qui veut être européen. Ah oui, Séville dont certaines zonziers dans la liste de certaines. On va en parler tout à l'heure rapidement. Roméo, la prochaine journée, ça s'annonce ce week-end? Oui, la prochaine journée c'est ce week-end, la 38e et dernière journée. Voilà. On aura Celta Vigo, Levante, Leganés Betis Séville, le FC Séville contre Alaves. Malaga reçoit Retafe, Girone est en déplacement chez Las Palmas, Villarreal, Real Madrid. Dimanche, Valence, La Corogne, Athletic Bilbao, Espagnol Barcelone, Atlético Madrid contre Eibar pour fêter donc le sacre à domicile. Et puis le Barça reçoit la Real Sociedad. Et on attend, les Madrilènes attendent leur finale le 26 mai prochain. Il va falloir quand même progressivement mieux se préparer avant de rencontrer Liverpool. Ce sera à Kiev la semaine prochaine. Le samedi prochain. Voilà. Justement. Et cette fois-ci, on va... Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien. 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et justement, on parle de Lyon. Lyon qui a été mangé la dernière fois. Le Lyon qui a perdu ses crocs la dernière fois face à Strasbourg. Lyon battu dans les dernières secondes, 3-2. Et puis Lyon qui a été rapidement mené au score, 1-0. Et après Lyon est revenu dans la partie, un but partout. A pris même l'avantage 2-1. Et puis dans les derniers instants, on n'a pas compris. Et les Lyonnais se font rattraper ensuite. Se font dépasser dans les derniers instants du match et ce résultat permet à Strasbourg de se maintenir en Ligue 1 et maintenant Lyon qui n'est pas totalement à l'abri parce que derrière non seulement Monaco passe devant mais Marseille est derrière maintenant que la 3e place est qualificative directement pour la Ligue des Champions. La bataille va se faire jusqu'au bout, surtout entre Lyon et Marseille. Pour la dernière journée du championnat ce samedi. Et déjà, est-ce qu'on peut avoir le cliché des matchs de Lyon, Monaco et de Marseille? Et voilà, justement, Lyon joue Nice à domicile. Et ce sera un peu compliqué parce que Nice aussi a envie de jouer européenne. Voilà, de jouer l'Europa League et Nice va tout donner dans cette rencontre. Marseille, je pense que Marseille a le match le moins facile, mais n'a pas les commandes, c'est-à-dire n'a pas son destin en main. Parce que Marseille joue Amiens et je pense que Amiens puis Nice, Amiens sera plus abordable à Marseille. Là, maintenant, Marseille revient d'une défaite. Est-ce que Marseille va pouvoir se relever? Et maintenant, Marseille, même en gagnant, n'est pas sûr de terminer 3e. Doit attendre soit un nul ou une défaite de Lyon pour passer à la 3e place. Et c'est ce qui donne un peu de piment à cette dernière journée. Et Monaco joue? Monaco, je crois, se dépasse à 3. À 3. 3 est 19e du classement, qui peut encore prétendre à une place de barragiste
à domicile va en tout cas tout donner également, mais je donne quand même l'avantage à Monaco qui la dernière fois a quand même prouvé qu'il peut aller et qu'il peut gagner encore face à Saint-Etienne. Également dans les derniers instants du match. Sur un penalty. Et voilà Monaco qui passe pour le moment, qui est deuxième. Est-ce que Saint-Etienne a un petit espoir de jouer l'Europa League? Possible? Possible, je n'ai pas le classement avec vous. J'ai les 5 premiers ici. Okay. En tout cas, pour le moment, c'est possible de jouer l'Europa League. Oui. Mais la défaite de la dernière fois n'a pas totalement fait du bien à Saint-Etienne, qui espérait jusqu'au bout faire ne serait-ce qu'un match nul et attendre cette dernière journée-là pour jouer. C'est vrai qu'actuellement, Saint-Etienne est 8e à 4 points de Nice. Et donc là, pour une dernière journée, mathématiquement, c'est mort. C'est mort. C'est la défaite qu'il ne fallait pas là, justement la dernière fois. Il ne fallait pas perdre ce match-là. Ils ont perdu dans les derniers instants également. Et c'est mort pour le Saint-Etienne. On va s'intéresser un peu à cette information. Paris Saint-Germain qui a perdu à domicile pour le dernier. C'est un événement? C'est un événement parce que ça fait pratiquement depuis 2016 que Paris Saint-Germain n'a pas perdu sur son terrain. Et donc, surtout que Paris Saint-Germain est déjà champion, on s'attendait à ce qu'ils ne perdent pas. Mais ils ont quand même perdu. Rennes, qui veut être européen a su en profiter en tout cas voilà. Et Rennes va jouer la Ligue Europa parce qu'actuellement Rennes est 5e avec 57 points. On va s'intéresser à ce finish de Karl Toko Ekambi qui finit meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur africain de Ligue 1 avec le trophée Marc-Vivien Fournier. Mérité, je pense que mérité sur sa saison. On l'a vu début de championnat qui n'était pas très présent, mais vers mi-saison jusqu'à la fin, il est devenu pratiquement l'homme à tout faire danger qui marquait but sur but. Et donc pour moi, c'est quand même mérité pour Ekambi ce prix-là. On aurait aimé voir Dosevi in fine. Mais mais le parcours du club l'a un peu plongé aussi. Vous savez, c'est un joueur intéressant qui a délivré des passes décisives. 3e meilleur passeur décisif de la Ligue. Ce n'est pas rien, donc il aurait pu être ou bien il aurait pu gagner aussi ce trophée. Maintenant, Charles Ekambi Toko, c'est ça. Donc il a fait une saison assez. C'est Armel qui lui a fait l'acte de naissance. Oui, c'est son joueur il préféré. aime bien ce joueur. Donc voilà, c'est mérité, malheureusement pour Mathieu Dosevi. Oui. Et entre-temps, il y a eu, vous savez, les prix en France. Trophée UNFP. UNFP, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord sur la présence de Neymar en tant que meilleur joueur de Ligue 1? Sans langue de bois. Je me suis posé des questions. Il faut dire que je ne suis pas... Le mérite-t-il? Vu le nombre, c'est vrai qu'il n'a fait que 22 matchs, 20 matchs. Il a marqué 19 buts. Et il a fait combien de passes décisives déjà? Je crois 13 je pense, avec Dimitri Payet pratiquement. Bon, si on prend, puisque dans les critères, on n'a pas dit qu'il faut jouer un tel nombre de matchs. Maintenant, quand on joue 20 matchs et qu'on a 19 buts, avec 13 passes décisives, c'est quand même qu'on est bon. Il le mérite. Pour moi, Kylian Mbappé, à la place de Thauvin, vous êtes d'accord? Non. Moi, je suis d'accord. Parce que Thauvin, pour moi... Oui. Armel n'est pas d'accord. Si je reprends les mêmes statistiques, Mbappé n'existe pas devant Thauvin. Justement. Tout simplement. Thauvin a marqué plus de buts que et délivré Mbappé, délivré plus de passes décisives. 22 buts. C'est complaisant, n'est-ce pas? Vous trouvez ça complaisant? Si, bien sûr. Je n'ai pas compris, en tout cas, comment Thauvin n'était pas dans ce 11 type. Thauvin a fait une saison pleine, je pense. Thauvin a été, disons... Le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille depuis pratiquement 10 saisons déjà. Voilà. Et au-delà de ça, il a été très décisif pour l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'il mérite amplement, et même en Ligue Europa, voilà. Donc il mérite amplement d'être dans ce 11. Moi je pense que c'est une insulte pour le joueur. On ne peut pas prendre Mbappé. Est-ce qu'on a pris Mbappé à la place de Thauvin ou bien Thauvin méritait également d'être là? Je ne prends pas sur cette considération. Thauvin méritait d'être là. Oui, sur les statistiques. À la place de Mbappé. Thauvin passe devant Mbappé. Puisque c'est une équipe en 4-3-3. J'ai comme l'impression que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont envie d'encenser ce joueur. On veut toujours le mettre à un niveau qu'il ne mérite pas pour l'instant. C'est un talent pur, on le sait, mais
ne pas mettre Thauvin dans l'équipe. C'est une insulte pour vous. Comment on l'appelle, Mbappé. Mais c'est une insulte pour le joueur. Ah oui. Vu les millions claqués pour acheter ce joueur et vu sa saison, il ne mérite pas sa place. Et Roméo, il y a Steve Mandanda qui finit meilleur gardien. Vous êtes d'accord aussi? Oui, il le mérite, Steve Mandanda. On sait que le joueur a pris de l'âge, mais avec Marseille, cette modeste équipe, on a vu ce qu'il fait. Disputer la finale de la Ligue Europa, ce n'est pas rien pour le joueur. Et pour preuve, il est convoqué par Didier Deschamps. Voilà. Et on peut avoir une idée sur la prochaine journée, Fifi, avec vous? La dernière journée, bien sûr, que ce joue ce samedi. Ce samedi, tous les matchs se jouent à la même heure. Oui. Quand reçoit le Paris Saint-Germain, Dijon reçoit Angers, Lyon joue Nice, Marseille, Amiens, Metz, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes joue Montpellier, Saint-Etienne reçoit Lille qui s'est sauvé également, Toulouse joue Guingamp et puis 3 reçoit Monaco. Et merci beaucoup. Et puis pour les meilleurs buteurs, Cavani 28 buts. Naturellement. Thauvin 22. Et lui il est dans le 11 de l'année, non? Oui. Justement. Thauvin, le deuxième buteur du championnat. N'est pas dedans. Neymar 19 buts. Et Diaz 18 buts. Et puis Fekir 18 buts. Merci beaucoup, Madame Fifi. On reviendra sur cette Ligue 1. Mbappé. La dernière... la dernière journée. Cette fois-ci, les débats des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Et nous connaissons au fur et à mesure que la compétition du mondial se rapproche, les listes des différentes sélections engagées dans cette grande messe du football mondial. La France hier avec Didier Deschamps. Fifi, est-ce qu'il y a une surprise dans cette liste-là? Bien sûr, pour moi c'est la sortie de Rabiot et l'entrée de Nzonzi. Et Payet, on s'y attendait un peu puisqu'il était blessé. Moi, s'il n'était pas blessé, je le voyais bien dans cette équipe aussi. Mais à part ça, je crois que globalement, ce sont ceux qui sont toujours là avec le coach et avec Deschamps depuis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ceux qui sont là avec lui? Qui sont souvent là. Bon, qui sont souvent Il n'y a que 9 qui étaient du mondial 2014 qui sont encore dans Non, je cette veux liste. parler depuis les préparatifs jusqu'à après, depuis les préparatifs, on voit pratiquement. C'est vrai que Sissoko aussi, qu'on ne retrouve oui, il pas. N'est pas dans cette. Il est dans la liste des suppléants. Des suppléants. Lucas Digne aussi, qui était en tout cas présent souvent. Coman, Martial et les autres. Coman également, mais Coman aussi peut-être trop juste. Il était blessé entre-temps et qui vient de revenir. Même si Mendy aussi, c'est pratiquement la même chose, mais on dit que Mendy a plus d'envie qu'il est présent, donc c'est pourquoi on l'emmène également. Donc on sait que la France même a des problèmes au niveau de sa défense et voilà, peut-être une surprise aussi à dire Rami qui mérite, surtout que Koscielny s'est blessé, mais qui est là également. Voilà. Donc en général, la grosse surprise c'est quand même la sortie de Rabiot qui était présent jusque-là. Ezekiel, votre avis sur cette liste des Deschamps? Deschamps, j'ai bien envie de dire que c'est un dictateur. D'accord. Parce que je ne sais pas, moi je ne vois pas comment Rabiot ne peut pas être dans cette liste-là. Avoir sa saison, avoir l'impact du joueur par exemple sur le jeu du Paris Saint-Germain. Je pense que même en équipe nationale, les rares fois où qu'il a été convoqué, il a toujours donné le meilleur de lui. Il n'est jamais passé à côté de son match. Donc je pense qu'il méritait amplement d'être dans cette équipe. Maintenant, peut-être que Deschamps veut 23 guerriers, il veut juste des joueurs qui iront au contact, pas des techniciens. C'est un choix qu'il assume. Oui, il va l'assumer, puisque la Coupe du Monde, c'est bientôt. Oui. Au résultat, il sera jugé. Donc, je pense que on n'a pas trop peut-être à le juger, mais pour moi, c'est une erreur. Rapidement. Je pense qu'il y a
beaucoup de surprises dans cette liste. D'accord. Il y a d'abord Benjamin Pavard, qui n'était pas aussi, qui ne faisait pas partie de ces défenseurs, des joueurs qui font, on va dire, qui ont de l'expérience ou de qui la ont de poigne. l'expérience et qui plaisent à Deschamps. D'accord. Par rapport au profil. Par rapport au profil, il y a Steven Nzonzi. Eh ben, ce joueur, moi, je ne comprends pas comment il est arrivé à convaincre au dernier moment Deschamps. C'est vrai que quand on prend Zonzi et puis Rabiot, que beaucoup attendaient dans les 23. C'est deux styles différents. Hein. Deux styles. Bon, techniquement, je crois que Rabiot est plus armé. D'accord. Mais par rapport au physique du combat d'homme à homme, par rapport à la bagarre, Zonzi prend le pas. C'est ce que veut Deschamps. Mais il vient peut-être d'enterrer un joueur en faisant un tel choix. Donc moi, je suis également surpris à ce niveau pour Benjamin Mendy, qui a eu une grave blessure en septembre dernier, qui est un très bon défenseur, je suis d'accord. Maintenant, il n'a que 4 matchs dans les pieds depuis son retour. Est-ce qu'il va être titulaire aussi? C'est ça la question. C'est ça la question. Et Adil Rami, c'est vrai, la blessure de Koscielny a ouvert la porte. Donc voilà un peu les surprises pour moi. Et je pense que c'est des joueurs très jeunes. Ça peut jouer à ce niveau. 25 ans et demi de moyenne d'âge. Pas d'expérience pratiquement, mais la fougue, l'insouciance, l'insolence, ça peut payer aussi. Il a payer. Ousmane Dembélé dans le groupe aussi. Vous êtes d'accord, Ousmane Dembélé? Oui, c'est vrai qu'avec le Barça, on n'a pas vu un grand Ousmane Dembélé en début de saison, mais vers la fin de cette saison, on a vu ce que le jeune joueur a fait avec les Blaugrana. Quand on prend l'équipe de Didier Deschamps en 2016 lors de l'Euro, on constate qu'il y a au moins 14 joueurs qui ne sont plus présents. Ça veut dire qu'il y a un problème de constance au niveau des joueurs français même qui n'arrivent pas à se maintenir au haut niveau. Après 2 saisons. Là, l'entraîneur fait des choix qui peut lui permettre d'aller loin dans cette rencontre, enfin dans cette compétition. Quand on prend Nzonzi et Rabiot, certes Rabiot il est technique, il fait un grand match avec le Paris Saint-Germain, mais avec 6 sélections en équipe de France, il n'a pas montré un si fort caractère. Or c'est ce que le coach veut. Si jamais N'Golo Kanté se blessait, il faut quelqu'un pour remplacer N'Golo Kanté dans ce rôle-là. Rabiot ne peut pas jouer ce rôle-là et c'est Nzonzi qui peut le faire. Je crois que c'est comme ça il explique son choix. On va s'intéresser rapidement, 30 secondes et puis on passe à autre chose. Nzonzi, sur combien de matchs avec l'équipe de France? Là aussi, il faut les compter au bout des doigts. Pour être sûr que quand Kanté va se blesser, il sera là au moins sur un match. Sur un match, alors au moins Rabiot, lui, il a déjà fait plusieurs matchs et il n'a pas été mauvais sur ces matchs-là. Moi, j'aurais préféré qu'on continue avec l'assurance qu'on a, avec que de rester dans les... Peut-être il y a aussi la nouveauté de Didier Deschamps. Hein. Bon, au niveau du Portugal, il n'y a pas de nouveauté. Cristiano Ronaldo est là, Moutinho est là, Quaresma est là. Oui, c'est aussi quand même un 23 assez outillé pour ce mondial armé. Oui, la petite... Enfin, je suis surpris de. Il y a Semedo et puis André Gomes qui ne sont pas dans la liste. Bon, André, on peut comprendre. Hein, il a vécu un calvaire tout au long de la saison avec le Football Club Barcelone. Semedo, je ne comprends pas. Et puis, il y a aussi un autre jeune que je crois on aurait peut-être pu appeler, c'est Ronny Lopez de Monaco. Hein, qui quand même a montré un très beau visage. Hein. Quand on dit qu'une sélection, c'est la forme du moment, sans passer, je crois que difficilement on peut me l'expliquer. Voilà. Mais il y a Eder aussi. Bon, c'est vrai. Ah oui, le héros de France. Voilà, de la finale qui n'est pas là. On va s'intéresser. On oublie Rolando également de Marseille. Ballon d'or, le futur ballon d'or. Il n'est pas là. On va s'intéresser à la liste élargie des 27 de Joachim Löw, prolongé également à la tête de la Mannschaft. Et on retrouve un certain Mario Gomez encore dans cette liste de Joachim Löw. Ah oui. Sans Sandro Wagner. C'est la surprise en tout cas. Vous savez, Mario Gomez, c'est du genre Olivier Giroud en Allemagne. Très bon de la tête. Dès que vous lui mettez le ballon au bon moment et au bon endroit, il vous met le ballon dans les filets. Donc, je pense que Joachim Löw, qui n'est pas un entraîneur complaisant, est parti sur cet aspect. Mais rien ne dit que Mario Gomez partirait en Coupe du Monde parce qu'il y aura quand même 23 à donner. Bon. Il y a encore 27, 23. Bon, vous voyez pas Mario Gomez? On verra bien. Il n'y a que 3. Il n'y a que 3. Donc, oui, puisque la National Mannschaft, vous savez, c'est une sélection dans laquelle tout le monde peut marquer. Hein. On peut aller avec 2 attaquants, voilà, les autres, puisque c'est un football qui va vers l'avant, donc tout le monde peut marquer. Puis la surprise aussi, c'est Neuer. N'hésitons pas à le dire. Justement. Qui sait
également blessé depuis septembre, qui n'a fait aucun match et qui fait partie de cette présélection. Mais beaucoup disent que on ne peut pas laisser tomber un tel joueur, c'est l'âme même de l'équipe. Donc on verra bien sur les prochains jours ce qu'ils vont décider. Je pense que c'est rare de voir quand même un joueur à la Coupe du Monde sans que ce joueur ne joue aucun match. Voilà. Donc je pense que la seule chance peut-être de New York de se retrouver à la Coupe du Monde, ce sera la finale de la Pokal. La Pokal, oui, face à l'Eintracht Francfort. Voilà. C'est là où peut-être il prouvera qu'il est revenu pour prétendre être à la Coupe du Monde. La bonne nouvelle aussi, c'est celle de Marco Reus qui retrouve cette sélection après avoir de très très peu souvent raté cette compétition. C'est ce qui caractérise ce joueur, bourré de talent, mais à l'approche, il est souvent blessé et il n'y participe pas. Justement. Cette fois-ci, fort heureusement. Même là, c'est pas encore fini. La saison est terminée. Mais bon, on ne sait jamais, des entraînements et autres. Il s'était blessé à l'entraînement, vous vous souvenez. En 2014. Oui. On va s'intéresser également aux 23 anglais, une jeunesse tout simplement avec Gareth Southgate, des joueurs comme Sterling, comme je sais pas quoi, Lallana, bien sûr, tous des joueurs très très jeunes, sans un certain Jack Wilshere. Et puis sans un certain Joe Hart. Ah oui, c'est surtout le dernier nom qui fait débat. Oui. Je ne comprends pas comment est-ce que le sélectionneur de l'Angleterre peut se passer d'un tel joueur. Plus de 85 sélections. Oui. C'est là aussi une âme d'un joueur. C'est incroyable qu'on puisse le laisser. Mais comme on le dit, chaque entraîneur va répondre de ses actes. on va suivre de très très près les listes au fur et à mesure qu'elles vont tomber d'ici encore vendredi prochain. Et là, on va s'intéresser au thème sportif avec professeur Fifi. Oui, le débordement en football. Et le débordement, en général, c'est action de déborder, de sortir des limites de ce qui est permis. Maintenant, en football, on dira que le fait de passer la défense adverse par l'aile, en la prenant de vitesse. Voilà, donc c'est un rôle qui est plus dévolu aux attaquants ou bien au milieu extérieur, les milieux extérieurs, et puis aux latéraux également qui jouent également ce rôle-là. Et donc quand nous prenons aujourd'hui des joueurs comme Bale, comme Ruben, comme Neymar, Ribéry ou encore Hazard, qui ont l'habitude de déborder sur les ailes, de pouvoir en toute vitesse et de pouvoir centrer pour les attaquants pour des occasions ou bien pour des buts. C'est que quand on arrive à bien déborder en toute vitesse, on crée des occasions de but. Et on peut voir également, comme je le disais, les latéraux le faire. Oui. Quand on prend aujourd'hui Dani Alves, Marcelo du Real. Marcelo. C'est un bon connaisseur en la matière. En matière, qui sont capables depuis l'arrière de monter, de déborder, de centrer pour des buts. Débordement avec professeur Fifi Assogbavi. Merci beaucoup pour cette leçon. Merci. Et on va faire le tour de table, messieurs et dames, pour saluer les inconditionnels de cette émission. Ezekiel, on commence avec vous. Je dis bonjour à Manu Akwete. Oui. Bonjour également à Bilas Macha, Rachida Alassani, Maussi Mocho et à toute l'équipe de Mouzou FC. Je dis bonjour et puis bonne fête. Pas encore la fête. Bon mois de carême aux musulmans. C'est pas la fête, du tout. Bonjour à Pascal, bonjour à Daniel, Kenneth, bonjour à Esther, bonjour à Gloria, bonjour également à Marouf, bonjour à Innocent le taximan, One Love le Barcelonais, et puis tous ceux dont on n'a pas parlé, ils sont dans nos cœurs. Oui. Et bonjour également à l'honorable Joseph Akoda qui suit parfaitement cette émission, et puis la directrice générale. Bonjour. Absolument. Armel Ouaba. Bon, il dit qu'aujourd'hui, il ne veut pas saluer Roméo Yitor. Juste un petit débordement pour saluer Fifi, on termine avec vous. Dagan Radi, la madrilène. Je salue Dagan également. Je ne veux pas Maman Togo encore une fois. Zarif.
et Gordo et puis tous ceux qui sont sur la plateforme. Ah oui, ils sont pas du tout oubliés. Tous ceux qui sont sur la plateforme fan PFE Sport FM. Nous saluons également tous ceux qui sont du côté d'Ablogame, d'Avedi, d'Agbalepedo, d'Agouenivé. Et puis nous saluons également Eligno, sans oublier Runake, sans oublier également Yvette Clousset. Et puis voilà quoi, bon mois de carême à tous les musulmans du Togo et du monde entier. Chers spécialistes, on s'arrête ici. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour parler de la Ligue européenne des champions, la grande finale entre Liverpool et le Real Madrid. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a décidé. Voilà. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Mise en ordre de cette émission, Sa Majesté Pélagie Mekou. Merci pour le travail abattu. Merci également à Eloma Dovon. Le 11 type de l'année de PFE. D'accord. Pour l'instant, on est combien ici? On est 6. On va trouver les 5 autres. Plus Eloma Dovon qui a assuré la mise en ordre de cette vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Bonne suite des programmes sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.